Dimanche 13 mars 2022, 13h37 à la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, même heure à la paroisse Saint-François-Xavier de Soutebois et à la paroisse Christ Roi d'Ardeti-Corpé. C'est bien l'heure de la messe médiatique à laquelle je vous souhaite une cordiale bienvenue. Coucou à tous les natifs de ce jour et qui soufflent une bougie de plus. Je pense particulièrement à la petite Tanande Manim Sheila qui souffle sa 11e bougie aujourd'hui sous le coup de 23h11, heure à laquelle elle jaillissait des entrailles de sa maman du côté du CHR Lomé commune. À présent la messe avec cette triste nouvelle qui nous est tombée sur la tête. Une étoile s'est encore éteinte dans le ciel médiatique togolais. Joël Vignon Ega, directeur de publication de l'hebdomadaire Fraternité, un fidèle co-célébrant de cette messe, n'est plus. La nouvelle de sa disparition est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et a surpris tout le monde sauf Dieu. C'était en fin de journée de dimanche dernier que les messages du genre « Il paraît que Joël Ega est mort ». As-tu appris le décès de Joël Ega? Joël Ega vient de décéder et d'autres du genre, que lui est-il arrivé? Qu'a-t-il eu? On commençait par tourner sur la toile. Il a eu la mort tout simplement. Pouvait-on répondre? Trop juste, trop bizarre, trop surprenant pour être vrai, mais vrai quand même, puisque touché et concerné lui aussi, le ministre de la communication n'a pas pu se retenir et c'est sa sortie qui a mis fin au doute. Joël Ega n'est vraiment plus de ce monde depuis l'après-midi d'il y a une semaine. Une nouvelle qui a ébranlé toutes les rédactions dont voici les cris et les lamentations. La presse togolaise en deuil. Joël Ega a tiré sa révérence. C'est la triste nouvelle que Ouara les vainqueurs a partagée avec ses lecteurs. La presse togolaise en deuil. Joël Vignon Ega rend l'âme après un malaise, confirme Nouvelle Opinion et Togo Matin qui précise que le directeur de publication de l'hebdomadaire Fraternité est mort dimanche 6 mars 2022 en début de soirée. Idem dans Gazelle Info qui voit toute la presse togolaise sous le choc de cette triste nouvelle. La presse togolaise pleure Joël, écrit le libéral qui a relayé un communiqué à travers lequel l'Observatoire togolais salue la mémoire du grand journaliste qu'a été Joël Ega, envers qui il demande une pensée pieuse de la part de la corporation. Selon un certain Ayayi Togota Apedo Ama, professeur des lettres à l'université de Lomé, une autopsie s'impose pour connaître les causes de cette mort presque subite. Selon le messager, c'est toute la presse qui se trouve concernée par la disparition de Joël, dont le décès vient rallonger encore la liste déjà longue des confrères disparus. Ces confrères qui nous quittent. Renchérit la dépêche qui annonçait à ses lecteurs que Joël Ega nous a quittés. Selon Flambeau des démocrates, c'est un décès de trop au sein de la presse togolaise, toujours cambré dans l'auberge des landerneaux incertains. La presse togolaise, dans l'affliction, lance la nouvelle tribune. Joël Ega laisse la presse dans la désolation, renchérit le tonnerre en grondant. Doyen
Joël Vignon Ega repose en paix. Adieu, l'ami mentionne respectivement Chronique de la semaine, Écho du pays et l'alternative qui dit adieu à son ami. Techniquement, je suis servi par Ibrahim Maki et puis Emmanuel Lago. Les images et le son que vous suivez ont été montés par Nyon Makaka. Nous serons vus et regardés partout dans le monde grâce à Ivy Ventura qui nous met en ligne aussi bien sur YouTube que Facebook. À l'hôtel de cette paroisse, nous retrouvons deux gros officiants qui vont s'associer à moi. Il s'agit de Fabrice Pétiesi qui nous vient du Libéral, le journal Le Libéral. C'est le président du conseil de l'Observatoire togolais des médias au terme. Et puis à gauche, il y a notre président, c'est la rencontre des grands hommes. C'est Jacques Jacouti, il est journaliste analyste, directeur de la première radio de l'Évangile, JVA. Et puis ancien président du Conseil national des patrons de presse, le premier d'ailleurs de cette organisation. Oui. D'accord. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur ce plateau. Merci. Et tout mon respect à vous, cher président des différentes organisations. Merci. Bonjour, président. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, président, cher frère. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de télévision. Voilà, vous avez suivi notre triste homélie tout à l'heure. La mort a encore frappé Fabrice dans la famille de la presse. Nous savons, comme Martin Heidegger le dit, que tout homme qui naît est déjà assez vieux pour mourir. Mais est-ce comme ça, comme cela que nous devons partir? Est-ce que Joël Ega était vraiment assez vieux pour mourir? Non, je crois que lorsque Heidegger dit que quand un homme naît, il est déjà assez vieux pour mourir, c'est tout simplement pour dire que la mort peut arriver à tout moment. Et aussi bien pour le bébé qui vient de pousser son premier cri, ou alors pour quelqu'un de 99 ans qui attend sa mort, qui n'arrive pas parfois également et qui finalement arrive. Donc la mort, elle a toujours été brusque pour l'humain. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction, seul Dieu sait l'heure qu'il a programmée pour chacun d'entre nous. Et personne, nul ne sait quand est-ce que l'heure sonnera. Et je crois que c'est ce mystère-là qui entoure cette mort. Peut-être mis à part ceux qui décident de se donner la mort, mais là encore, il y a eu des gens qui ont tenté des suicides qui n'ont pas abouti. Cela voudrait dire que quelque part, c'est un élément qui nous transcende, qu'on ne maîtrise pas. Oui, on sait à quelle heure, à quel moment ça peut arriver, mais il faut reconnaître qu'il y a des décès également qui surprennent, comme celui qu'on vient d'avoir avec Joël Ega. Parfois, l'esprit de l'homme est préparé. Lorsque vous avez un parent qui est malade pendant des jours et des mois, et à un moment donné, vous êtes là, vous vous demandez dans les prières, est-ce qu'il va se relever? Vous souhaitez qu'il se relève, et quand il s'en va, on a l'impression que vous êtes plus ou moins un peu préparé parce que vous saviez que ça pouvait arriver peut-être. Alors, mais dans le cas de Joël Ega, et effectivement, ce dimanche dernier, beaucoup, la nouvelle circulait, mais on se demandait si ce n'était pas encore une rumeur. Mais là aussi, la rumeur autour de la mort, elle arrive très rarement et on aurait souhaité que ce soit une fausse rumeur. Mais malheureusement, on a fini par nous rendre à l'évidence qu'effectivement, nous ne partagerons plus les plateaux avec Joël Ega, nous ne ferons plus les émissions ensemble. Moi, pratiquement chaque mardi, il m'envoyait ça une. Et mardi, j'ai attendu toute la nuit, je n'ai pas reçu la une. J'ai compris qu'effectivement, ce qu'on dit là était réel. Puisque parfois, quand on le dit, vous avez l'impression qu'il est ailleurs. C'est parce qu'il n'est pas à côté de vous. Mais on s'est vraiment rendu compte que Joël Ega nous a quittés dans la fleur de l'âge. C'est vraiment triste, c'est la consternation totale au niveau de la presse. Mais qu'est-ce qu'on peut? Nul ne peut rien contre la volonté de Dieu. On prie seulement que son âme repose en paix. On prie que son âme repose en paix, comme je l'ai dit et comme vous le réitérez.
ça apparaît comme un fake news lorsque les gens l'apprenaient. Et nous était la sortie de certaines organisations de la presse comme le CONAP, JIT et autres, en plus de celles du ministre. Les gens croiraient toujours disons, à un fake news, mais la réalité, c'est que effectivement le fait s'est avéré. Mon président, comment avez-vous digéré cette nouvelle dans votre rédaction, à votre niveau? Vous savez, il y a un artiste de la chanson ici au Togo qui a dit que la mort est bandit. C'est vrai, vous savez, quand la mort vient dans une famille, c'est la désolation, c'est la tristesse. C'est-à-dire qu'elle vous arrache votre proche, votre parent, que vous n'allez plus revoir sur cette terre. Si c'est un voyage, on peut dire, bon, peut-être dans 2 ans, 3 ans, il peut revenir, mais quand c'est la mort, il faut se dire que vous n'allez plus le voir nulle part sur cette terre. Je crois que ça fait quand même mal. Une pensée actuellement à son épouse et à ses enfants, et également à ses parents. Perdre un enfant dans le fleuve de l'âge, ça fait quand même mal. Donc les parents aussi s'attendaient à ce qu'ils puissent jouir du fruit de leur enfant. Et la mort vient surprendre l'enfant, arracher l'enfant. Je crois que ça fait quand même mal. Et les condoléances les plus attristées à la famille. Le plus important pour nous, c'est ceux qui sont vivants. C'est-à-dire, il a son épouse, il a également ses enfants. Donc je crois que si nous aimons Joël, c'est le Dieu maintenant de témoigner cet amour-là envers ses enfants et envers son épouse. Je crois qu'on dise, nous n'allons plus retrouver Joël sur cette terre, hormis peut-être les chrétiens qui pourront dire que c'est vrai, c'est un passage obligé, mais pour ceux qui ont leur expérience en Dieu, savent qu'un jour, à la résurrection, on pourra le retrouver. Mais sur cette terre, il faut se dire que c'est fini, on ne verra plus nulle part Joël. Une fois encore, mes condoléances les plus attristées. J'ai eu à échanger avec lui, vous savez, avec les moments difficiles qu'ils ont eu à traverser avec Ferdinand. C'est là que j'ai eu beaucoup de temps d'échanger avec lui. J'ai vu que c'est un jeune homme très déterminé dans tout ce qu'il fait. Mais ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure encore, c'est d'avoir une pensée à ses enfants. C'est des enfants qui ne sont pas encore âgés, c'est de tout petits enfants. Et il est de notre devoir que nous puissions effectivement soutenir ces enfants-là. Et en soutenant ces enfants, c'est Joël que nous sommes en train de soutenir. C'est-à-dire que nous sommes en train de périner sa mémoire par rapport au soutien que nous apportons effectivement aux enfants. Les organisations l'ont si bien fait. C'est le lieu de remercier les premiers responsables, le président de l'OTM sur ce plateau. Ils ont fait un grand travail. Il faut que cela puisse continuer. Le CONAP également, le JIT. Il faudrait que nous puissions pérenniser toutes ces actions. Et vendredi, c'est la veille. Et samedi, que nous puissions accompagner Joël dans sa dernière demeure. Une fois encore, une pensée à la famille, à ses proches, et toutes les condoléances les plus attristées, et surtout à la veuve, et surtout les enfants. Ceux qui ont été vous diront que les enfants ne sont pas âgés. C'est de tout petits enfants. On est le tout petit. Voilà, donc il faudrait que nous puissions soutenir effectivement ces enfants-là par rapport à leur étude, par rapport à leur vécu quotidien. Mon président, vous êtes président du conseil de l'Observatoire togolais des médias. Que gardez-vous de votre jeune collaborateur Joël Ega? C'est vrai qu'il n'est pas aisé de rappeler la vie de quelqu'un qu'on n'a plus la chance de revoir, mais bon. Non, Joël Ega, je crois que pratiquement
nous avons fait nos premiers pas dans l'audiovisuel ensemble, en radio. Moi, j'étais à Zéphyr, lui, il était à Nostalgie, où il animait une émission culturelle qu'il appelait Agenda culturel. C'est comme ça qu'on s'est connus, puisque on avait un penchant pour la culture au début. On s'est retrouvés au Festival de théâtre et de la fraternité à Zanhou. C'est comme ça que nous avons gardé la relation jusqu'à ce que chacun quitte sa radio pour avoir son journal à lui-même. Et donc c'est quelqu'un que je connais très bien, pas seulement en tant que confrère journaliste, mais il était un ami, puisqu'au-delà du journalisme, il y avait beaucoup de choses qui nous reliaient, surtout nos débuts que nous avons eu à effectuer ensemble. Donc après, forcément, nous n'avions pas toujours les mêmes idées, les mêmes positions sur certains sujets d'actualité, et ça fait partie de la vie. On n'est pas obligé de voir les choses de la même manière, et donc c'est quelqu'un avec qui j'ai particulièrement partagé les studios de Canal FM pour des débats sur l'actualité, également sur le plateau de TV2. Et donc parfois le temps montait, on se tirait, mais on est toujours au-delà de tout, on est toujours resté des amis. Il m'appelait, on s'appelait, on échangeait parfois des messages, on se faisait des remarques, on se taquinait. Donc aujourd'hui, je dis que c'est quelqu'un de très proche qui s'en va. C'est un confrère, c'est un ami, c'est un frère, Joël Lega, et ça n'a pas été du tout facile de digérer une situation pareille. Pas du tout facile de digérer une situation pareille. Il faut dire que franchement, il avait l'habitude, lorsqu'il passait sur ce plateau, il m'appelait souvent Beau, parce qu'il nous a fait plaisir d'épouser une de nos sœurs, Fabienne. Oui, bien sûr. C'est pour cela que je parlais, je disais qu'en privé, il y avait quelque chose, parce que il a épousé une fille de mon village, et il se fait que j'ai épousé aussi une fille de son village. Et donc souvent quand on se croisait... Et il se fait que lui et moi, on a mangé au même fruit quelque part. Il me menaçait... Sur le même fruit, on a cueilli les fruits différents quand même sur le même arbre. Il me menaçait souvent de retirer sa soeur, et je lui renvoyais la même menace. On rigolait, et bon, voilà quoi. C'est ça la vie, Jacques. Oui, je crois que vous savez... Les intimités, vous avez dit. Oui, sur cette terre-là, il faudrait que nous soyons en paix envers les uns les autres. Parce que quoi qu'on dise, voilà, Fabrice qui est allé vers chez Joël, et Joël qui est allé vers chez Fabrice. Ça peut vous dire que, comme quelqu'un l'a si bien dit, le monde est petit. Donc il faudrait que nous puissions garder toujours cet amour, cette relation. C'est le plus important. C'est le plus important pour nous. Vous savez, Joël, c'est vrai, je l'ai dit, on s'est connus, mais ces derniers temps, ce n'était pas au moment opportun, parce qu'ils étaient en difficulté quand on se frottait quand ils étaient au niveau de la garde à vue et jusqu'à la prison. Ce n'était pas quand même facile, mais vous savez, dans la vie de chaque être humain, nous avons toujours des destins. Et lorsque cela t'arrive, il faut toujours avoir de l'espoir qu'un jour tu vas traverser ces moments difficiles. Donc je crois que c'est une leçon de la vie, et quand ça nous arrive, il faudrait qu'en toute chose, nous puissions toujours garder espoir. Comme je le disais tout à l'heure, l'espoir pour nous aujourd'hui, c'est d'aider ces enfants-là. Moi, c'est le plus grand qu'on pouvait faire à Joël, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir une pensée pour les enfants que Joël a laissé. L'héritage que nous pourrons, les éloges que nous pourrons avoir à l'égard de notre confrère n'aurait pas de sens si on n'a pas une pensée effectivement pour les enfants là. Ceci nous amène à penser quand même à notre condition, à poser le problème de la condition humaine face à cette triste réalité. Hier c'était quelqu'un, aujourd'hui Joël. La presse cette année, Monsieur le Président, on dirait qu'elle est doigtée du doigt, permettez, elle est pointée du doigt par vraiment le spectre de la mort. Et on ne comprend pas pourquoi.
Ouais, je souhaite que ce ne soit pas ça. On peut dire que c'est un mauvais vent qui souffle depuis 2 ou 3 ans et avec la disparition. C'est vrai qu'on en a beaucoup enregistré, mais bon, généralement c'est un peu ça la situation. La mort frappe tous les jours et généralement quand elle frappe dans votre entourage, vous avez l'impression comme si les gens meurent trop. Parce que tout ce qui ça vous touche. Vous êtes vraiment oui, donc effectivement la mort justement donc depuis quelques 2 ou 3 ans on a perdu beaucoup de confrères. Je ne vais pas les citer nommément ici, mais ils sont nombreux qui sont partis dans l'autre monde et on espère, notre souhait, c'est vrai que nous n'allons pas échapper à la mort, mais on souhaiterait également voir nos enfants grandir, nos petits-enfants, avant qu'il plaise à Dieu de nous rappeler un jour. C'est le souhait de tout être humain. Et je crois que là, nous sommes faibles de face à cette situation et on ne peut que nous remettre au bon Dieu à travers les prières. C'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Nous avons pensé pieuse pour sa femme et ses enfants, mais aussi pour son journal. On se demande ce que va devenir Fraternité, que nous lisons avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça. Vous savez, notre corporation, c'est ça souvent le problème, surtout au niveau de la presse écrite. Vous voyez, dès que le fondateur disparaît, le fondateur rentre dans la tombe avec également le journal. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les directeurs de publication de ces journaux pensent également à la relève, c'est-à-dire que former les gens, même s'ils ne sont pas là un jour, que le journal puisse continuer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement la mort, on peut vous appeler à un autre poste, vous pouvez postuler à un poste, vous partez, peut-être que vous n'aurez plus également l'occasion de continuer par écrire, mais il faudrait avoir effectivement une équipe autour de soi, que lorsque vous n'êtes pas là, que effectivement le journal puisse continuer. Parce que généralement au Togo, ce que nous avons constaté, hormis peut-être certains, mais dès que le fondateur disparaît, le fondateur part avec le journal. Je crois que, j'espère qu'avec Joël, ça ne sera pas ainsi. J'ai vu certains journaux quand même qui ont tenu, Chronique de la semaine justement, qui tient, mais d'autres par contre, lorsque le fondateur est parti, le journal aussi a disparu. Donc je crois qu'il faudrait que les directeurs de publication pensent à cela, parce que c'est très important. Quoi qu'on dise, il ne faudrait pas que le directeur seul soit le fondateur, le PDG, le rédacteur en chef, tout, et que quand il disparaît, bon, c'est tous ces titres-là qui disparaissent. Donc je crois qu'il faut y penser, c'est très important, parce que quoi qu'on dise, vous savez, si vous partez, le journal est là, les gens vont toujours se référer un jour pour dire, ah écoutez, c'était le journal de tel, il n'est plus là, mais le journal continue toujours pas à apparaître. C'est vrai que le marché actuellement au niveau de la presse écrite, c'est un peu difficile, pas seulement au niveau de la presse écrite, mais quand vous prenez l'ensemble des médias, ce n'est pas du tout facile, mais il faut quand même pérenniser les acquis et continuer toujours, même si les temps sont difficiles, il faut toujours tenir par rapport à la situation. C'est vrai qu'avec le marché aujourd'hui, de jour en jour, le marché est un peu restreint, mais il faut quand même pérenniser les acquis et que les journaux la continuent toujours par apparaître. C'est très important. Oui, je crois que vous posez là un réel problème. Et effectivement, ça relance le débat sur la réelle structuration de nos organes de presse qui doivent normalement fonctionner comme des entreprises. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour cela les autorités en charge de la communication et des médias, ou du moins c'est le code de la presse, a posé des jalons pour qu'on en arrive à de véritables entreprises de presse qui ne se résument pas à une seule personne. Et le constat est là. Et aujourd'hui, on ne lit plus Combat du peuple parce que Lucien Minson ne vit plus. On ne lit plus Courrier de la République parce que Alirou Tchakala également n'est plus. Bon, heureusement, Chronique de la semaine de Dominique Aliziou, Feu Dominique Aliziou est encore là.
Mais je crois que nous sommes nombreux aujourd'hui, nous sommes conscients que si nous ne sommes pas là, même parfois pour un simple voyage, le journal ne paraît pas. Donc vous comprenez à quel degré l'organisation pose un réel problème. Donc je crois qu'il faudra effectivement réfléchir, puisque c'est ça, pour que ce soit des entreprises vraiment pérennes qui puissent exister même au-delà de vous. Aujourd'hui, quand vous prenez certains pays comme la France, qui reste quand même notre modèle pour nous les francophones, et il y a des journaux qui ont plus d'un siècle d'existence. Et je crois que c'est le souhait, mais malheureusement au niveau du Togo c'est un réel problème. Quand vous prenez la libéralisation de la presse dans les années 90, et si vous voulez aujourd'hui compter les journaux qui sont nés dans les années 90, je dirais qu'il n'existe qu'un seul, et c'est la Dépêche du doyen Apollinaire Messer. Le reste, la plupart des journaux, c'est dans les années 2000, et même 2000 tout le monde ne tient pas encore, et cela voudrait dire que ça se renouvelle trop, et ce n'est pas toujours bien pour l'expérience professionnelle qu'on aurait souhaité avoir. C'est vrai que, mis à part les décès, comme l'a dit M. Diakouti, certains partent pour d'autres fonctions, et quand ils partent, ils mettent les clés sous le paillasson et tout cela. Mais c'est important d'en faire un outil pour que ça puisse demeurer, puisque généralement vous employez des gens. Alors, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus, ou alors vous avez voyagé, vous êtes appelé à un autre poste, que tout de suite il faut fermer cette petite entreprise, peut-être qui permettait à vos collaborateurs également de tenir. Je crois que c'est valable également pour l'audiovisuel. On a vu quand même certains médias, que ce soit radio ou télé, ou quand le principal fondateur n'est pas là, même si ça émet, ce n'est plus exactement comme c'était par le passé. Donc c'est un cri de détresse, c'est la croix et la bannière. Donc c'est un cri de détresse que nous lançons pour que nous nous organisions, qu'on puisse également nous apporter cet appui pour que nos entreprises soient vraiment pérennes. Merci beaucoup, et c'est une prière que nous lançons à l'endroit de tout le monde pour qu'il ne laisse pas certains organes orphelins. Alors, comme le dirait ou le dira Blaise Pascal, la mort de l'autre nous rappelle notre propre mort. Pensons-y et soyons prêts à l'accepter quand elle survient, et quelle que soit la manière ou les circonstances dans lesquelles elle intervient. Et il nous reste qu'à renouveler une fois encore nos condoléances à la famille de notre cher ami Joël Ega, et paix à son âme. Lomé, la capitale du Togo, s'apprête à accueillir un sommet le 21 avril prochain pour réfléchir sur la problématique des transitions et l'extrémisme violent, surtout en Afrique. Les préparatifs de cette grande rencontre ont eu lieu le week-end dernier, histoire de déblayer le terrain, et c'est le monde de la haute intelligentsia qui s'est retrouvé sous l'œil curieux et observateur de la presse. Voici son écrit. En prélude à la conférence sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme, des spécialistes d'horizons divers ont participé à un colloque à Lomé, lit-on dans Ouattara les vainqueurs. C'est un colloque international sur la gestion des transitions politiques et extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, renchérit Togo Presse, qui ajoute que des recommandations ont été faites afin d'apporter des solutions à ces phénomènes. Gestion des transitions politiques et renforcement de la résilience face aux extrémismes violents. Cas d'Afrique. C'est le thème de cette rencontre qui vient baliser la voie pour le sommet du 21 avril prochain à Lomé, souligne Togo Matin. Nouvelle Opinion s'est lui aussi intéressé aux recommandations prises au colloque pour préparer le terrain du sommet, renforcer la stratégie de gouvernance économique
et de développement dans les États, diversifier la collaboration avec tous les acteurs au niveau national et international, restructurer et mettre en place des stratégies et des agendas au niveau des institutions internationales qui calquent avec les exigences politiques et économiques de la gouvernance des transitions. Ce sont quelques-unes des recommandations que le libéral a voulu porter à la connaissance de ses lecteurs. Selon le messager, le colloque de Lomé n'est autre chose que la dialectique de la théorie et de la pratique. Transition politique et extrémisme violent. Le colloque de Lomé balise la voie à la rencontre du 21 avril prochain. Martel, le dialogue. Selon le tonnerre, la conférence de Lomé permettra concrètement aux différentes parties prenantes d'examiner les tendances et développements récents dans la sous-région du Sahel et des pays de l'Afrique de l'Ouest face à l'extrémisme violent et au terrorisme, puis réfléchir sur les stratégies et moyens pour contenir les disséminations de la menace. Chassés du Mali, boudés au Niger et au Burkina Faso, Bakan et Takuba cherchent désespérément refuge au Bénin et au Togo. Fait observer la dépêche qui s'est intéressée à cette situation née du putsch au Mali et de la transition telle que Goïta l'amène, se prononçant sur le colloque sur les transitions politiques et le terrorisme. L'alternative trouve qu'il se déroule aux dépens des préoccupations prioritaires des Togolais. C'est notre deuxième chapitre de l'évangile du jour. Président Fabrice, un sommet sur les transitions. Il s'agira de quoi concrètement? Et puis, est-ce pour valider les transitions et les légaliser, surtout quand on sait comment elles se déroulent en Afrique? Oui, mais je crois que les organisateurs peut-être sont mieux placés pour expliquer, mais on est quand même, comme vous l'avez dit, il y a eu un colloque qui a été organisé en prélude donc à ce sommet-là. Et il faudra dire que c'est une réalité aujourd'hui en Afrique, surtout de l'Ouest, avec les transitions politiques consécutives à des coups d'État et autres. Et effectivement, il y a toute une polémique autour de la thématique autour de laquelle on voudra débattre. Alors, certains s'interrogent comment réussir une transition. Certains estiment qu'il aurait fallu plutôt poser le débat autrement, voir comment peut-être régler le problème de l'instabilité des régimes politiques en Afrique de l'Ouest. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, on a eu des présidents qui ont été élus, même s'il y a eu des contestations électorales dans certains pays comme la Guinée. Quand vous prenez un président comme Roch Marc Christian Kaboré, je ne pense pas que son élection souffrait d'une contestation. Non, il a été bel et bien élu. Ibeka également a été bel et bien élu. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des coups d'État qui finalement, c'est l'agent tout pouvoir qui se sont installés au niveau des différents pays. Mais non, est-ce que on est à la recherche des stratégies pour, disons, blanchir une situation qu'on qualifierait d'anormal, mais au-delà de tout, je crois que le problème, la thématique pose un autre problème sur l'extrémisme violent et le terrorisme qui sont des sujets d'actualité et c'est des questions de sécurité sur lesquelles on réfléchit tous les jours. Les ministres de sécurité de la sous-région se rencontrent, les chefs d'état-major et tout cela. Et bon, ce sommet-là, est-ce qu'il permettra quand même de régler ce problème? Ben, ce qui est sur le problème, c'est un réel problème qui est là. Maintenant, quelles sont les solutions? Est-ce que c'est à travers les sommets? De toutes les façons, il faut en parler et trouver des solutions. Et il ne faudra pas, surtout voir quelles sont les structures qui sont capables d'apporter ces solutions-là, puisqu'on parle ici des questions de sécurité. Sur le plan diplomatique, oui, ça fait un honneur pour le Togo d'organiser
un sommet comme cela, mais ça reste un problème de sécurité, un problème de défense nationale, puisque aujourd'hui le Togo également est éclaboussé par ces actes de terrorisme. Le chef de l'État et son équipe multiplient les va-et-vient dans le nord du Togo. Ce n'est pas une balade de santé. Je crois que beaucoup de chefs d'État ont compris que la question, l'insécurité dans le Sahel qui a touché à notre pays ont été des arguments mis en avant par certaines armées, ou du moins certains officiers, certains militaires qui ont fini par prendre le pouvoir. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, même si dans une certaine mesure certains applaudissent ces coups d'État. Il faut dire que au prime abord, un coup d'État, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, puisque depuis plus de 30 ans, on a quand même fait un vœu selon lequel aujourd'hui ce sont les peuples qui choisissent les dirigeants. Et on l'a expérimenté avec beaucoup de difficultés, mais je ne pense pas que revenir à l'étape des coups d'État soit vraiment une avancée pour l'Afrique. Peut-être que ça peut apporter une solution ponctuelle, mais il ne faudra pas il ne faudra pas entretenir cela, en faire des exemples qui pourraient peut-être créer des émules au niveau de certains pays également. Je crois que c'est en cela la première partie de la thématique sur laquelle le sommet aura lieu porte polémique, puisqu'à priori les coups d'État sont condamnés. Alors maintenant, ceux qui sont là, est-ce une manière de les amener à voir comment gérer des situations, une situation anormale. Et je crois qu'il va falloir beaucoup plus de communication autour de ce sommet pour que les citoyens puissent comprendre exactement où est-ce que on veut aller, qu'est-ce qu'on recherche, quels sont les objectifs exactement. Chaque sommet est prévu pour le 21 avril. On est en train de baliser le terrain. Je crois que, comme a dit Fabrice, votre avis m'intéresse là-dessus, surtout par rapport à la première marche de la thématique. Les transitions, on sait ce que c'est qu'une transition. C'est une situation qui arrive d'une situation anormale. C'est une manière de légitimer un peu cette façon. Il n'est jamais trop tard pour le cadrer. On peut revoir un peu le système. Et puis les acteurs qui seront appelés à échanger. Je ne sais pas quelle est votre lecture de la chose. Hein? Bon, peut-être que je peux me tromper de l'analyse de ce thème, et le bien fondé même peut-être de ce sommet. Vous savez, je crois que le sommet a été annoncé, mais il n'y avait pas peut-être les thèmes et les sous-thèmes pour étoffer peut-être la rencontre de Lomé. C'est pourquoi on a dû organiser ce colloque-là. Au cours de ce colloque, ressortir peut-être les points qui seront discutés au cours de ce sommet. Comme Fabrice le disait tout à l'heure, c'est un sujet qui fait polémique. Moi, je m'y attendais peut-être qu'on puisse parler plutôt de la démocratie, la gestion de la démocratie face au djihadisme. Peut-être moi, si on évoquait peut-être ce thème-là, les gens comprendraient mieux. Parce qu'on sait aujourd'hui que on peut bien vous élire en tant que président, vous pouvez avoir 98%, mais si les rebelles aujourd'hui disent que vous allez partir, vous partez. Donc si une rébellion vous chasse en tant qu'un président démocratiquement élu, que faut-il faire face à cette rébellion par rapport à la démocratie et face également au suffrage exprimé que vous avez reçu également du peuple? En fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la situation effectivement du Burkina, mais ça crée problème. Parce que Roch a été élu, Roch a été publicité par les Burkinabés, mais aujourd'hui un coup d'État l'a renversé. Aujourd'hui, au cours du colloque de Lomé, on va légitimer maintenant les coups d'État ou bien les transitions. En fait, tout le débat à ce niveau. Donc c'est pourquoi moi j'avais pensé peut-être qu'on pourrait peut-être énoncer et la démocratie et la gestion face également à ce djihadisme-là, au terrorisme-là. Bon, on a parlé de l'extrémisme violent. C'est vrai que ça aussi, c'est un autre thème aussi. Et s'il faut parler par exemple de l'extrémisme violent, ça c'est également une autre paire de manches au niveau des ministres de la sécurité plutôt. Parce que c'est eux qui savent comment l'extrémisme violent là
est gérée, réglementée dans la région. Parce que tout le temps, c'est vrai, il y a des séminaires même ici à l'interne au Togo par rapport à les séminaires violents. Il y a souvent ces thématiques qui sont développées dans les régions, dans les préfectures. On voit souvent ces séminaires-là où on nous parle de l'extrémisme violent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, faire un lien entre l'extrémisme violent et la transition, je crois que peut-être que dans le développement, peut-être que les sujets vont varier. Parce qu'il faut reconnaître que j'ai suivi un peu les confrères dans la semaine, leurs commentaires sur les médias. J'ai vu que les gens n'ont pas tellement une consistance à la matière pour pouvoir argumenter. Les gens se sont dit, attendons-nous au sommet de Lomé pour voir ce qui va se passer. Alors que si les journalistes ne maîtrisent par exemple le sujet, pour pouvoir déjà commencer à en parler, vous voyez qu'au finish, ça serait également problématique. Et l'autre aspect, j'ai vu que c'est les universitaires qui se sont retrouvés, les professeurs d'université ou autres intellectuels qui se sont retrouvés. Qui ont forcément les ministres de la Sécurité. Bon, je n'étais pas convié à la rencontre. Je ne sais pas si les ministres de la Sécurité de la sous-région, certains sont invités ou bien celui du Togo. Je ne sais pas s'il a été invité. Mais une fois encore, ça pose quand même un réel problème sur la thématique et sur le sujet effectivement choisi. Parce que quoi qu'on dise, si par exemple, au sortir de ce colloque du 21, est-ce qu'il faudrait maintenant qu'on dise que lorsque par exemple il y a un coup d'État et qu'on renverse par exemple un président, est-ce que les coups d'État maintenant, on le légitime ou on fait quoi? Au fait, tout en gérant bien la transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sous-région, ce que nous constatons, c'est que on fait un coup d'État, la CEDEAO envoie les émissaires, et après on dit écoutez, vous faites une transition de 2 ans, 1 an et demi, on repart encore à une élection et vous voyez que la vie continue quoi. Donc c'est pour vous dire que quelque part il faudrait faire très attention parce que si c'est pour légitimer aujourd'hui les coups d'État, donc c'est plus la peine encore d'organiser les élections. Parce que s'il faut organiser une élection et qu'après une élection, peut-être qu'il y a un petit soulèvement, qu'il y a un coup d'État et qu'on gère encore les transitions. Donc je crois que moi je serais à leur place peut-être parler plutôt de la démocratie face effectivement à l'enjeu des djihadistes, du djihadisme que nous faisons face aujourd'hui. Si par ici il arrivait que une rébellion, les terroristes surgissent pour renverser l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je serais à leur place, peut-être qu'on pourra plus réfléchir à ça. Et surtout également, les organisations que nous avons dans la sous-région, parler de la CEDEAO, de l'Union africaine et tout ça. Si par exemple, il y a un coup d'État comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à quelle prise de position? Est-ce qu'il faut isoler carrément les pays? Faut-il les accompagner et tout ça? Bon, c'est ce que nous sommes en train de voir, mais nous voyons que les prises de décision ne sont pas les mêmes. La décision qu'ils ont prise par rapport à la Guinée-Conakry n'est pas la même décision par rapport au Mali. C'est vrai que c'est la même pour le Burkina. C'est vrai que le Burkina a parlé de 3 ans. Pour le moment, la CEDEAO a suspendu un voyage qu'il devait effectuer. Donc c'est pour vous dire qu'également au Burkina il y aura également un problème parce que je vois que la CEDEAO ne serait pas aussi d'accord pour accepter une transition de 3 ans. Donc 3 ans équivaut à la fin du mandat du président sortant, c'est-à-dire Roch. Donc je crois que c'est vrai de faire ce genre de colloque pour réfléchir, mais il faudrait chercher des sujets accrochants, c'est-à-dire des sujets toujours de l'heure qui puissent aider effectivement nos jeunes démocraties à aller de l'avant. Merci, je crois que c'est vrai ainsi, mais comme à plusieurs on est intelligent, que vos suggestions, vos réflexions pourront édifier. Je le disais tantôt, c'est prévu pour le 21 avril. D'ici là, beaucoup de choses peuvent changer dans la mentalité et vraiment revoir le sujet dans un sens beaucoup plus
large et pourquoi pas aller dans le sens que vous dites, démocratie et gestion des crises, et puis bon voilà, pourquoi pas, à plusieurs on est intelligent. Alors nous allons passer à un autre sujet, là nous revenons carrément chez nous, la démocratisation continue de se consolider sur la terre de nos aïeux. Après les communales, ce sont les régionales que le Togo s'apprête à organiser pour se doter d'autres représentations et renforcer la bonne gouvernance. Un projet de loi du ministre de l'administration territoriale est devenu loi à proprement parler. Le Conseil des ministres l'a promulgué et voici ce que la presse en pense. Les élections régionales, plus proches que jamais au Togo. Lit-on dans Togo Matin qui nous informe que, pas à pas, le Togo se rapproche de l'organisation des élections régionales sur son sol, et ce pour une première fois. Payadoua Boukwessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, maître d'ouvrage de cette initiative, salue l'engagement des députés qui ont validé son projet. Apprend-on de nouvelles opinions? Selon Gazelle Info, le train des élections régionales est mis sur les rails et le journal se demande si la DMK va-t-elle monter à bord ou pas. Selon le libéral, c'est des pas de géant vers des élections régionales. Du coup, nous dit Togo Presse, un avant-projet de loi portant modification du code électoral a été adopté. La lanterne se demande si ces régionales sont une urgence de l'heure au moment où, ajoute-t-il, les municipalités fonctionnent comme des perclus. Urgence ou pas, souligne Dunia Le Monde, le gouvernement entame le dernier virage de ces élections. Dernier virage et l'opposition toujours absente sur le terrain pour des raisons diverses, fait observer chronique de la semaine. Enfin, il paraît, selon Écho du pays, que l'adoption de la loi portant création des régions n'a pas été sans impact sur la CENI, dont une modification s'impose. Bientôt, la course, le marathon va recommencer. Le marathon politique va recommencer au Togo. Oui. Donc c'est les gens qui s'annoncent. Je crois que c'est un cycle infernal des élections que le Togo est en train de vivre. Et vous savez également qui parle d'élections parle d'argent. Ouais. C'est beaucoup de dépenses. Je crois qu'il faudrait effectivement réfléchir dans notre pays comment peut-être si on peut regrouper toutes ces élections-là en une élection, cela pourra vraiment nous aider à moins dépenser, à gagner plus d'énergie par rapport aux caisses de l'État. Les régionales, c'est vrai que c'est une élection importante également dans la feuille de route. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres a déjà adopté le projet. Et il faudrait que l'ensemble de la classe politique et de l'opposition et du parti au pouvoir puissent s'entendre et s'accorder à une date pour effectivement aller à ces élections. Ce qui est important également et nécessaire pour nous, il faudrait qu'on puisse également expliquer à nos populations qu'est-ce que c'est qu'une élection régionale. C'est important que les populations le sachent. Et quand on dit qu'on élit quelqu'un au niveau de la région, quel sera le conseil régional et quelle est sa feuille de route? Qu'est-ce qu'il va exécuter? Qu'est-ce qu'il va faire comme travail? C'est important. Donc je crois que c'est vrai, c'est bon d'aller à ces élections, mais il faudrait que les populations puissent comprendre le bien fondé de ces élections-là. Qu'est-ce que ces élections-là peuvent apporter à notre démocratie? Qu'est-ce que ces élections-là peuvent apporter à nos localités? C'est ça le plus important pour nous. Mais lorsque nous sommes là, on ne comprend pas. Vous allez voir certains, je me suis amusé à poser des questions à certains de nos compatriotes par rapport à une élection régionale. Il faut reconnaître que certains ne maîtrisent pas du tout. Les gens ne savent pas ce que c'est
une élection régionale. Donc je crois que c'est le lieu pour nous aussi, acteurs qui allons souvent sur les médias, de pouvoir mieux expliquer. Mais il faudrait aujourd'hui, et le ministère de l'administration territoriale, peut-être, oui, c'est le ministère de l'administration territoriale, il faut peut-être que les organisations de la presse pourront les approcher. Mettre en contribution. Voilà. Il faut mettre un fonds à la disposition effectivement de ces organisations-là pour mieux sensibiliser les populations par des émissions au niveau des médias, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite, expliquer effectivement aux populations ce que c'est qu'une élection régionale. Et à partir de ça, lorsque les élections seront organisées, les gens maîtriseront mieux le sujet et sauront ce que cet élu-là pourra faire effectivement pour sa localité. Parce que on a l'expérience des maires, il a fallu du temps. C'est là où la question d'un confrère là, tout à l'heure m'intéresse, les régionales, à quoi servent les régionales dans un pays où les maires sont comme des perclus, quelque chose comme ça. Moi je crois que c'est pas poser le problème si vous raisonnez comme cela. Parce que vous savez, quand vous prenez aujourd'hui effectivement les communes, ça t'attend. Mais est-ce que c'était une raison d'attendre encore? Puisqu'on a attendu 30 ans pour organiser les élections municipales, communales et autres, mais les 30 ans, on s'est préparé pendant 30 ans, mais quand on les a organisés, on s'est rendu compte qu'il y a, on met du temps, c'est-à-dire qu'on met du temps pour que la machine soit huilée. Donc moi je crois qu'il faut y aller et le temps viendra où ça va rentrer dans les habitudes. Mais de ce qui est sûr aujourd'hui, personne ne peut dire que les élections municipales qui ont été organisées avec les communes qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas un avantage. Il y a un avantage de façon simple. Avant, quand vous allez dans une mairie pour légaliser une pièce, vous revenez dans 48 heures. Mais aujourd'hui, il y a une certaine concurrence et les choses vont beaucoup plus vite. C'est vrai que la machine n'est pas huilée, mais il fallait commencer un jour pour qu'au fur et à mesure, parce que le problème c'est quoi? Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que les gens n'ont pas eu cette habitude. Peut-être que dans 20 ans, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils seront dans cette culture-là, et au fur et à mesure, les gens vont s'habituer. Donc je crois que c'est la même chose pour les régionales. Parce que s'il faut toujours repousser, ce que vous craignez, le jour où vous allez lancer, vous allez vous retrouver là-dedans. Mais non, la sensibilisation des populations, je crois qu'il revient aux partis politiques de former leurs militants sur les tenants et les aboutissants de ce que fait, même si l'État également, les médias également doivent le faire, il leur revient, parce que si effectivement les populations pensent que ça ne sert à rien, on va à des élections et c'est des gens qui vont gagner, et donc certains risquent de ne pas s'intéresser alors que c'est quelque chose d'important. Donc pour moi, de façon globale, oui, ça tâtonne, mais il faut y aller, et au fur et à mesure on finira par avoir la machine finira par être huilée et on aura les résultats escomptés, parce que on a la preuve que pendant longtemps on a attendu, mais lorsqu'on a lancé 30 ans après, on s'est rendu compte que ce dont on avait peur nous a toujours rattrapés. Et je crois qu'au niveau de certaines mairies aujourd'hui, des efforts sont faits. Ce n'est pas la même chose un peu partout. Mais cette concurrence-là est importante. Et puis sur le plan politique également, il y a un message important. Vous avez vu, il a suffi qu'un journal dise qu'il y a problème dans un établissement, dans une commune, que quelqu'un a trouvé... quelqu'un est sorti de son gond parce qu'il est énervé, alors que pendant longtemps, ce sont les mêmes qui ont critiqué. Je crois que la situation aujourd'hui, lorsque dans 10 ou 20 ans, on dira on veut élire un président de la République, je suis sûr que ceux qui sont maires aujourd'hui, il y aura certains qui peuvent postuler. Ça peut être un élément pour juger de quoi est capable les uns et les autres. Parce que quand on est là comme cela, on passe toute sa vie à chômer. Et puis un jour, on est propulsé à la tête d'un État. Je crois qu'on n'a pas la chance d'avoir
les résultats escomptés. Dans d'autres pays où c'est organisé, vous avez vu, les gens commencent comme conseillers, après il monte, il devient maire, de maire il peut aller à député, il va dans le gouvernement, jusqu'à ce qu'un jour il prétende un jour être au plus haut sommet. Et c'est bien, quand vous prenez les dernières élections qu'on a organisées pour les communales et autres, beaucoup de jeunes sont entrés dans la danse. C'est déjà un apprentissage. Et au bout de quelques années, ces jeunes-là quand même seront pétris d'une certaine expérience qui pourra servir à l'État. Donc pour moi, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement de faire tout pour mettre sur pied toutes les institutions de la République. Et jusqu'en 2026, peut-être que c'est là où je suis d'accord avec Diakouti, les élections, c'est coûteux. Voir comment on peut expérimenter peut-être un jour le système anglophone, où par exemple le même jour on élit le président, le député, et puis tout ça là et ça fait le même matériel qui est utilisé. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous risquons d'avoir près de 5 élections jusqu'en 2026. Il y aura les régionales dont on parle, il y aura les législatives, on parle aussi des sénatoriales, sans oublier les élections législatives qu'il faut renouveler également, et puis la présidentielle en 2025. Donc, ça fait beaucoup d'élections, et qui dit élection... Et tout ça en 3 ans, hein? Ouais, jusqu'en 2026, c'est beaucoup. Ok, merci. Pourvu que toute la classe politique, cette fois-ci, y prenne part, que certains ne jouent plus à la carte de la résistance pour que notre démocratie puisse bien prendre. Dernier sujet, la femme était à l'honneur le 8 mars dernier à la faveur de ses droits. L'événement a tenu toutes ses promesses avec tout ce que l'on a pu voir dans les différents lieux de rendez-vous, des conférences, débats sur les droits de la femme, même dans les écoles, mais aussi des réjouissances. L'ambiance était telle que la presse ne pouvait pas rester indifférente. Suivez-la. Le 8 mars dédié aux droits de la femme au plan international a été célébré cette année sous le signe de la recherche de l'égalité professionnelle en entreprise à Togocom, nous informe le libéral qui s'appuie sur un communiqué de presse de l'institution. Le journal reconnaît la contribution de la gente féminine en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour tous, écrit Togo Presse. S'appuyant sur des preuves palpables, Dunia Le Monde salue les efforts de fort en matière de promotion du leadership féminin. Idem d'Amega Info qui a ouvert ses colonnes à certaines femmes qui se sont prononcées sur la signification de cette journée. Parmi elles, Rachel Malakoué Adjom, professeur d'anglais au lycée d'Agonivé Centre, pour qui c'est une opportunité offerte aux femmes pour réfléchir sur leurs conditions afin de sortir de leur minorité à travers l'excellence. Idem dans Chronique de la semaine, selon qui la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est une nécessité pour l'élite féminine de sortir les femmes vulnérables de l'ornière et non de se contenter à des festivités grandioses empreintes d'errement. Écho du pays a fait zoom sur certaines femmes, aussi bien du secteur public que privé, qui ont marqué l'histoire. Le Dialogue et la Nouvelle Tribune ont tendu leur plume au Saint-Faute, qui a saisi l'opportunité de la journée pour dire non au harcèlement sexuel et à la violence aux femmes en milieu hospitalo-universitaire. Célébration du 8 mars, au-delà de la course au pagne des réjouissances, conclut Fraternité. On n'a plus du temps, Président Fabrice. Votre commentaire par rapport à la fête telle que vous l'avez vécue, suivie. Oui, bon, moi, ça me pose, le 8 mars continue toujours pas à poser le problème, mais il n'a pas réglé le problème pour lequel il a été institué. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent trop le positionnement de la femme intellectuelle dans les institutions, à la tête des institutions, pour dire que oui, ça évolue. Mais
quand vous regardez la situation de la femme rurale, moi je vous dis que rien n'a avancé. Donc, il ne faudra pas se contenter du fait que oui, on a une femme à la tête de l'Assemblée nationale, oui, on a une femme à la primature, on a une femme ici, on a une femme là-bas, pour conclure que les choses avancent pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la femme au niveau de la base, dans le milieu rural, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce qu'elles héritent de la terre? Est-ce que, voilà les questions qu'il faut poser, sinon ça risque d'être l'arbre qui cache la forêt. Le fait de brandir ces femmes qui ont eu la chance, je ne condamne pas cela. Le Togo a besoin de tous ses fils et filles pour construire, mais il faut éviter de tomber dans le piège de brandir ces femmes-là pour dire que tout va bien en ce qui concerne la situation de la femme. Jacques? Non, je crois que Fabrice a touché du doigt ce que je voulais dire. Vous savez, chaque année, le 8 mars, je me déplace dans des localités pour voir comment la fête est célébrée et expliquer certaines choses aux femmes. Certaines femmes ne comprennent pas. Au fait, le 8 mars, ce n'est pas une fête. Les gens pensent que c'est le fait d'aller acheter des pagnes, et porter, boire de gauche à droite et manger, c'est ça. C'est pas ça la fête. Il y a des localités où vous voyez des femmes, pour puiser de l'eau même, c'est tout un problème. Vous allez voir les bœufs qui vont boire, après la femme va là-bas puis puiser de l'eau et rentrer à la maison. Vraiment, c'est vraiment pénible. Vous voyez une femme sur un vélo, avec peut-être 3 enfants, et un fagot de bois sur la tête. Je crois que quand vous voyez ce genre d'images-là, vous posez beaucoup de questions. Alors vous les voyez sur la route, sur de longues distances à la recherche de l'eau. Dans la capitale, les gens sont là, elles sont là, elles fêtent, elles sont contentes. Au fait, ce n'est pas ça la fête. La fête, c'est au village. La fête, c'est d'aider ces femmes-là à avoir des forages. Aider ces femmes-là à avoir un moulin. Aider ces femmes-là à avoir un puits quelque part. Aider ces femmes-là à avoir peut-être une carte de santé. En fait, c'est ça effectivement, l'émancipation de la femme. C'est ça le sens du 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas seulement rester dans la capitale et commencer par fêter, mais le 8 mars, c'est d'aider effectivement cette femme également qui est dans le village de pouvoir trouver de l'eau. Et quand elle est malade, quand elle veut accoucher, qu'elle aille accoucher et revenir avec le bébé. C'est ça l'essentiel effectivement pour le 8 mars. Merci Fabrice, vous êtes président de l'Observatoire togolais des médias, OTM. Merci à vous Jacques Jacouti, vous êtes directeur de la radio de l'Évangile, JVA, Jésus vous aime, la première radio du type, puis ancien président du Conseil national des patrons de presse. Vous avez accepté également notre invitation, malgré vos charges. Merci à l'équipe technique, Lyon Makaka au montage, Ibrahim Mati au cadrage, Manuel Lagou à la mise en orbite, et puis chef Ventura qui nous met en ligne. C'était donc la messe de ce jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Une fois encore, nos condoléances à la famille de Joël et paix à son âme, à l'âme de notre cher confrère Joël Ega, qui n'est plus de notre temps. Les obsèques auront lieu, selon les informations, le week-end prochain. Ça commence ce vendredi et ça finit samedi. Une fois encore, bon anniversaire à la petite Tanande Sheila. Que Dieu lui accorde une longue vie. Nous ne saurions aussi nous quitter sans vous renouveler nos compassions. Les limites de la vie peuvent être basées au hasard. Elles sont poursuites par le programme qui, dès la fécondation de l'ovule, fixe les dispositions génétiques de l'individu. La mort fait partie intégrante du système sélectionné dans le monde animal et dans son évolution. C'est une longue pensée de François Jacob, sur laquelle je vous invite à méditer. Passez une bonne fin et un bon début de semaine, toujours sous la protection divine et bien sûr dans le respect des mesures barrières contre Covid-19. Au revoir et à la prochaine.